c'est vrai que les données sont en partie dissimulées. Bon. Une petite précision, moi je travaille sur toutes les drogues, donc je travaille sur l'alcool et le tabac. Donc sur l'alcool et le tabac, on a quand même accès à des bonnes données. Si on parle maintenant des drogues illégales, c'est vrai que les statistiques n'existent pas, les gens ne déclarent pas leur consommation, etc. Il me semble que ça rend les choses d'autant plus intéressantes. En tout cas, moi, j'ai plus de plaisir et plus d'intérêt, et je dirais sans doute plus de compétences, à recueillir à partir des expériences des consommateurs, par le biais d'enquêtes spécifiques, à recueillir des données, à construire moi-même mes données pour les interpréter ensuite. Donc je pense que ça rend, d'un certain point de vue, les choses assez excitantes. Alors ensuite, est-ce que on est vraiment capable de recueillir des données? Alors les données sur la consommation, oui, relativement, parce que de façon assez étonnante, les gens ne dissimulent pas. Dans un interview en face à face, les gens ne dissimulent pas leur consommation, ils sont assez lucides. Si on pose des questions qui se recoupent suffisamment, on voit bien quand ils sont incohérents, quand ils mentent. Bon. Mais en règle générale, on arrive à avoir des bonnes données de consommation. C'est un peu plus compliqué avec les petits revendeurs parce que on a soit les données de police, alors on y a difficilement accès, soit on peut collecter les données par le biais des procédures qui ont été jugées. Alors là il y a un biais de sélection parce que, bon, je vais le dire très très grossièrement, mais on juge ceux qui se sont fait attraper, donc c'est pas forcément les meilleurs. Donc les données qu'on a sont forcément suspectes puisqu'elles sont biaisées par le fait que c'est ceux qu'on a attrapés. Alors on peut, et alors par ailleurs, la façon dont la justice et la police produisent des statistiques est également, je dirais, un peu pro domo. Il y a quelques petits trucs qu'on repère toujours. Les statistiques de police et de justice, qu'on interpelle quelqu'un, on exprime toujours la valeur de la saisie en multipliant le nombre de grammes saisis par le prix de vente dans la rue. Alors ça fait des gros chiffres, mais si vous êtes grossiste, vous ne vendez pas la cocaïne à 600 € le gramme, vous la vendez à 300 € le gramme. Donc en fait, les statistiques vont toujours gonfler le chiffre d'affaires en prenant le prix de la rue. Et puis très souvent, la justice et la police ont un peu de mal à faire la différence entre le profit et le chiffre d'affaires, et on a tendance à oublier que les gens qui vendent, mettons, à 400, ils ont acheté à 200, et que donc leur profit c'est 200 et pas 400. Alors, c'est des trucs un peu élémentaires qu'on arrive à reconstituer. Puis sinon, il y a une autre façon de procéder, qui est d'interviewer les petits revendeurs. Alors, il y a des équipes qui l'ont fait, je l'ai fait également. Là, il y a d'autres formes de biais. Là, c'est plutôt des biais d'ego. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui vend, mettons, de la cocaïne à 50 € le gramme. Bon, d'abord, il va toujours vous dire que c'est lui le dealer de telle star, parce que c'est ce que j'appelle le biais d'ego. Il faut avoir des clients importants. Et ensuite, il va toujours multiplier la meilleure vente de la semaine, c'est-à-dire son meilleur chiffre d'affaires de la semaine, par 7 jours et par 52 semaines. Alors qu'en pratique, ils ne vendent pas tous les jours, très souvent ils n'ont pas de marchandises, très souvent ils sont en vacances, en prison, où ils ont pris un coup sur le nez et ils sont en train de se réparer le nez. Bon, donc là aussi il y a toute une série de... Bon, c'est assez intéressant d'être capable de reconstituer des données un peu fiables à partir de ce type de sources.